Bonsoir à tous et bienvenue à cette troisième séance des Mardis Dictus consacrée à la politique familiale. Quel choix de civilisation. Et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent à distance par visioconférence. De temps en temps, il y a quelques problèmes de bande passante. Et si vous avez un problème de bande passante, il faut faire preuve de patience, ne pas chercher à rafraîchir. Il n'y a pas de nouveau lien qui sera édité. Ça se rétablit tout seul. Et si avec ces problèmes de bande passante vous manquez une minute ou deux à un moment ou à un autre, sachez que de toute manière vous pouvez suivre ces conférences en rediffusion puisque vous êtes inscrit et revoir la vidéo complète. Et sur la vidéo il n'y aura aucun problème, elles sont d'excellente qualité. Je précise à ceux qui se sont inscrits uniquement pour cette conférence et pas sur l'ensemble du cycle, qui peuvent s'inscrire sur l'ensemble du cycle des Mardis Dictus et qu'ils pourront ainsi rattraper aussi, et ils auront accès aux vidéos des deux premières conférences qui ont déjà été faites au mois d'octobre et de novembre. Donc nous voici sur cette troisième séance consacrée à la politique familiale, qui est un thème qui nous tient à cœur ici chez Ictus rue des Renaudes. Je signale qu'au deuxième trimestre 2023, avril 2023, c'est assez récent, nous avions publié un numéro sur la question démographique, démographie, le grand défi, avec notamment le démographe Raymond Debord et Pascale Morinière, la présidente des associations familiales catholiques. Il reste quelques exemplaires sur la table au fond pour ceux qui sont présents dans la salle. Vous avez un certain nombre de numéros de permanence qui sont à votre disposition. Tout ce qui est sur la table là-bas, près de Camille, vous pouvez vous servir sur les thèmes qui vous intéressent après la conférence, avant de partir, dont il reste 5 ou 6 numéros de ce numéro sur la démographie. Alors, ce soir, pour nous parler de politique familiale, nous avons le plaisir d'entendre Franz Toussaint. Franz qui a 43 ans, qui est marié à Elisabeth, donc père de famille. Il a 5 enfants de 4 à 17 ans. Et il a de nombreux engagements liés à la question familiale. Il est notamment président des associations familiales catholiques du Morbihan, mais aussi parce qu'il a un CV long comme un bras et beaucoup d'engagement surtout, administrateur de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales du Morbihan. Il est conseiller et vice-président à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, où il représente en quelque sorte les familles. Cela est lié à ton engagement au sein des AFC. Et dans le civil, si j'ose dire, tu as un métier aussi par ailleurs, qui est d'être directeur marketing d'un grand cabinet de conseil et d'audit, ou d'audit et de conseil, je ne sais pas dans quel ordre on le dit, que nous ne citerons pas, voilà, mais qui est connu. Alors cette conférence sur la politique familiale, nous avons choisi ce titre volontairement large, qui est celui du choix de civilisation. Quel choix de civilisation? Parce qu'en effet, la famille est la cellule de base de la société, et la société est le lieu d'éclosion et de vie concrète d'une civilisation, notamment quand on est issu d'une civilisation comme la nôtre. Donc famille et société sont intrinsèquement liées. Parfois on entend que l'enfant entre en société quand il entre à l'école. Eh bien non, l'enfant entre en société quand il entre tout simplement dans la famille, qui est le premier lieu de socialisation et qui est le lieu où s'apprend la vie en société. On voit bien que ceux qui ont pensé que l'enfant rentrait en société à l'école et que c'est là qu'il allait apprendre la vie en société se sont trompés. C'est bien la famille qui est décisive pour permettre à des citoyens de vivre en société de manière harmonieuse en vue du bien commun. Alors c'est vrai que cette notion de cellule de base de la société, elle manque un petit peu de poésie. Je me souviens d'une conférence ici même dans ces locaux de Jacques Trémollet de Villers qui disait on ne peut pas dire autrement, on ne peut pas trouver tellement d'autres choix que de parler de cette cellule de base de la société, parce que c'est vrai, mais j'aurais tellement préféré qu'on puisse dire que la famille est le lieu irremplaçable où s'apprend et se transmet l'art d'aimer. Mais on voit bien à travers cette notion d'art d'aimer que la famille est un art en quelque sorte de civilisation. La politique familiale, ce n'est pas uniquement la politique fiscale ou des politiques d'allocation familiale, ce n'est pas simplement une affaire de grands sous, mais de gros sous, pardon.
mais des enjeux multiples qui vont jusqu'à déterminer l'avenir d'une civilisation, et nous l'éprouvons particulièrement en ces temps modernes. Donc avenir de civilisation en termes de natalité et de démographie, bien sûr, parce que le nombre compte, mais pas seulement, aussi d'autres aspects civilisationnels qui permettent le déploiement d'un bien commun, et c'est cela que Franz Toussaint va maintenant dérouler pendant environ 1 heure, et après vous pourrez poser vos questions dans la salle, vous qui êtes présents, et ceux qui sont à distance peuvent poser leurs questions par l'interface de dialogue, on va dire, si on veut parler français, qui est présent sur Zoom. Je vous souhaite une bonne conférence. Et Franz, à toi le micro. Merci Guillaume. Bonsoir à tous. Alors c'est totalement immodeste ce que je vais faire, mais il a oublié un truc un peu essentiel, c'est que je suis aussi administrateur de cette maison, Ictus. Il a oublié de vous le préciser. Donc je vous accueille aussi un petit peu ici. Trésorier. Et je suis le trésorier, donc on ne fait pas de commentaires sur les travaux. Vous avez certainement reçu ceci, qui était dans les documents préparatoires. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de ce recueil de textes que nous avons choisi. Je vous le précise parce que il y a certaines choses sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément. J'ai fait des choix éditoriaux. La politique familiale, quel choix de civilisation? Eh bien, une conférence, quels choix éditoriaux? On fera une prochaine conférence là-dessus. Alors, souvenez-vous en l'an 2020, si la famille avait été cotée en bourse, on l'aurait qualifiée de valeur refuge. Oui, nous sommes uniques. Nous naissons dans nos familles. Celles-ci sont éducatrices de nos membres et celles-ci sont cellules de base de la société. La famille appartient à l'ordre naturel. Nous sommes ici dans un cycle qui est consacré aux grands défis économiques et sociaux à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est pourquoi je me permettrai de vous citer 2 pontifes. Je vais vous faire les citations et ensuite je vous dirai de qui elles sont. La famille est un bien dont la société ne peut pas se passer, mais elle a besoin d'être protégée. La défense de ses droits est un appel prophétique en faveur de l'institution familiale qui doit être respectée et défendue contre toute atteinte, surtout dans le contexte actuel où elle occupe généralement peu de place dans les projets politiques. Les familles ont parmi d'autres droits celui de pouvoir compter sur une politique familiale adéquate de la part des pouvoirs publics dans les domaines juridiques, économiques, social et fiscal. Parfois, les angoisses des familles sont dramatiques, quand face à la maladie d'un être cher, elles n'ont pas accès aux services de santé adéquats, ou quand le temps passé sans trouver un emploi digne se prolonge. Première citation. Deuxième citation. La famille est le principe de la société. De même que le corps humain se compose de cellules vivantes qui ne sont pas simplement juxtaposées, mais constituent par leurs relations intimes et permanentes un tout organique. Ainsi la société est formée. Non point d'un conglomérat d'individus qui apparaissent un instant pour disparaître ensuite, mais de la communauté économique et de la solidarité morale des familles, qui transmettant de génération en génération le précieux héritage du même idéal, de la même civilisation, de la même foi religieuse, assure ainsi la cohésion et la continuité des liens sociaux. Saint Augustin le notait il y a 15 siècles, lorsqu'il écrivait que la famille doit être l'élément initial et pour ainsi dire une cellule de la cité. Et comme toute partie est ordonnée à la fin et à l'intégrité du tout, il en déduisait que la paix domestique entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent tourne à la concorde des citoyens. Ceux-là le savent bien, qui pour chasser Dieu de la société et la jeter dans le désordre, s'efforcent d'ôter à la famille le respect et le souvenir même des lois de Dieu, exaltant le divorce et l'union libre,
mettant des entraves à la tâche providentielle des parents envers leurs enfants, inspirant aux époux la peur des fatigues matérielles et des responsabilités morales qu'entraîne le poids glorieux d'une nombreuse famille. La première citation, elle est tirée d'Amoris Laetitia, du pape François, qui s'appuyait, parce qu'il le citait beaucoup dans ce passage, sur la charte des droits de la famille qui avait été publiée en 1983. La seconde citation est légèrement plus ancienne. Elle date du 26 juin 1940 et elle est du pape Pie XII qui s'adressait à de jeunes époux lors d'une audience à Rome. De façon simple, nous voyons que la politique familiale est l'ensemble des mesures prises par l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les familles à élever leurs enfants et à faire face aux charges financières qu'entraînent leur naissance et leur éducation. Mais c'est aussi la façon de créer les conditions favorables pour que s'épanouissent les familles dans la société. Nous le voyons, la politique familiale est un véritable outil favorisant le bien commun du pays. En cela, c'est un véritable choix de civilisation que d'y avoir recours. Je développerai ce propos. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu m'arrêter à ces deux citations qui comportent énormément de choses et qu'on pourrait travailler. Je vais aller un petit peu plus loin et je vais articuler mon propos autour de 4 parties. La première partie, la politique familiale, un instrument du bien commun. La seconde partie, les enjeux de civilisation qui se jouent avec la politique familiale. La troisième partie, quelques pistes pour une réforme en profondeur du système et orienter la politique familiale. Et enfin, je reprendrai et je m'appuierai sur des travaux existants que je citerai tout à l'heure, 5 critères pour une vraie politique familiale. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un certain nombre de choix éditoriaux à travers les textes que je... Excusez-moi, j'ai mélangé des pages. À travers ce que je vais vous proposer, il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne m'attarderai pas et d'autres sur lesquelles je resterai un peu plus longuement parce que j'estime que c'est nécessaire. La politique familiale, un instrument du bien commun. Alors tout d'abord, on va définir ce que c'est que le bien commun, histoire d'être un peu au carré sur les termes. Je vais m'appuyer sur 2 citations. Une citation du pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate. À côté du bien individuel, il y a un bien lié à la vie en société. Le bien commun, c'est le bien du nous tous. Et une deuxième citation de Marcel Clément dans La doctrine sociale de l'Église. Le bien commun n'est jamais l'addition des biens de chacun des membres, il est toujours le bien de l'unité harmonieuse, organique, du tout social. Ce bien commun, on l'oppose à l'intérêt général. L'intérêt général que l'on pourrait définir de la façon suivante, c'est le produit moyen d'une somme des intérêts particuliers. Et c'est ce que le commun des mortels appelle le vivre ensemble dans notre civilisation actuelle ou dans notre pays actuellement. Vous voyez bien que le bien commun va au-delà et nous renvoie à chacun l'image que l'autre peut avoir et nous force à prendre en compte cet autre et ses besoins. Alors, il faut peut-être qu'on commence par définir ce que c'est que la politique familiale, au-delà de ce qui a été déjà évoqué dans les citations et dans l'introduction. Aujourd'hui, on estime que les autorités légitimes d'un pays sont au service du bien commun. On estime, on l'espère, vous mettez les mots que vous voulez derrière cela. Elles doivent donc rechercher le bien des familles. C'est ça qui est important. Parce que sans la famille, il n'y a pas de société. Puisqu'on a vu que la famille était la cellule de base de la société,
et que tout homme qui naît dans une famille, l'ensemble des familles forment donc la société. Et on pourrait aller au-delà en disant que la recherche du bien des familles, c'est d'une certaine façon la politique familiale telle qu'on l'entend. Il ne s'agit pas simplement, vous l'avez bien entendu tout à l'heure dans les citations d'ouverture, il ne s'agit pas simplement d'aide financière, de questions financières, même si on a tendance à simplifier les choses et dans les journaux télévisés ou dans les journaux écrits pour ceux qui lisent encore, c'est souvent, on résume la politique familiale à quelques milliards d'euros, beaucoup de milliards d'euros d'ailleurs, mais on ne va pas plus loin. Ce qu'il faut bien comprendre dans la politique familiale, c'est sa cohérence d'ensemble. Et c'est le fait que cette politique familiale, en fait, elle traverse l'ensemble de la société. Elle se distingue des politiques sociales et fiscales. Il est bien important de séparer ces éléments. Il y a dans la politique familiale le principe d'universalité, j'y reviendrai, et qui dit qu'on contribue selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. C'est un principe fondateur de notre sécurité sociale en France. Je reviendrai après sur la partie vraiment concrète de l'histoire. Je vous ai dit, c'est à dissocier, politique familiale à dissocier de politique fiscale et de politique sociale. Si on définit ces trois termes, la politique fiscale, tout d'abord, elle consiste à financer l'ensemble des dépenses publiques en demandant à chaque foyer de contribuer en fonction de ses capacités. C'est donc le citoyen qui remet de l'argent à l'État, et cela relève de la justice. Si on définit la politique sociale, elle consiste à aider ceux qui en ont besoin. C'est un rôle curatif, et on espère que ces mesures sont temporaires. Je vais le répéter parce qu'en fait, on ne le comprend pas aujourd'hui, mais les mesures de la politique sociale devraient être temporaires. Car le seul objectif de la politique sociale, normalement, c'est de redonner aux personnes leur autonomie. C'est donc ce qu'on appelle une redistribution verticale. C'est de la solidarité. C'est les riches qui donnent aux pauvres. Enfin, la politique familiale. Il s'agit de reconnaître, de valoriser les services rendus par les familles au bien commun. Si les familles sont essentielles pour la société, il faut donc le reconnaître. Il faut réduire les écarts de niveau de vie à revenu égal entre familles avec et sans enfants. C'est donc une redistribution horizontale. Et on parle là d'équité. Justice sur la dimension fiscale, solidarité sur la dimension sociale, équité sur la dimension familiale. Alors, si on fait un petit point d'histoire de la politique familiale en France, je ne vais pas m'y attarder parce que grâce à la Confédération nationale des associations familiales catholiques, on a pu mettre dans le document que vous avez reçu, en dernière partie, un historique de la politique familiale. Donc je ne vais pas m'y attarder. Cet historique commence en 1981 parce qu'il y a eu énormément de changements. Je vais peut-être reprendre un petit peu les éléments clés, les éléments saillants qui ont précédé 1981. Et puis, on passera ensuite à la suite. Fin du XIXe siècle, les patrons chrétiens, vous en avez entendu parler. On cite très souvent Léon Harmel, par exemple, comme patron chrétien.
Léon Harmel qui avait travaillé aux côtés de Léon XIII aussi dans l'écriture de Rerum Novarum, la première, ce qu'on estime être la première encyclique sociale de l'histoire de l'Église. Ces patrons chrétiens avaient institué un sursalaire pour les salariés qui avaient charge de famille. Donc vous voyez, on faisait déjà une distinction entre les salariés qui n'avaient pas de charge de famille et ceux qui avaient une famille et qui donc devaient subvenir à plus de besoins. Au début du XXe siècle, l'État prend les premières mesures de politique familiale avec un objectif qui est clairement nataliste. On est après les événements de la Première Guerre mondiale et il y avait un enjeu. 1932, généralisation des sursalaires familiaux pour les familles de 2 enfants et plus. Je cite quelques points saillants. 1938, création des allocations familiales indépendantes du salaire et des entreprises, puisque avant c'était versé par les entreprises directement aux salariés. Là, c'est l'État qui prend ça à sa charge. 1939, allocation de la mère au foyer, majoration au 3e enfant, prime de naissance, publication du Code de la famille et de la natalité française, avec un objectif clairement nataliste. Et 1945, vous le savez, création de la sécurité sociale, qui intègre les caisses d'allocation familiale. Le financement est prélevé sur les revenus du travail, avec un principe d'universalité qui est retenu pour la redistribution. Introduction du quotient familial, on y reviendra, et création de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, qui est instituée par l'ordonnance du 3 mars 1945 et qui fixe clairement des objectifs, enrayer le fléau de la dénatalité, apporter au gouvernement le soutien sans réserve de l'opinion publique familiale. Alors, si on s'attarde un petit peu pour continuer à définir, on est dans cette première partie, la situation aujourd'hui, quelle réalité, comment est-ce que s'exerce cette politique familiale ? D'abord, sortons des chiffres. 68 millions de personnes vivent en France. 78,5 vivent en famille. Couple ou famille monoparentale. Je ne parle pas de couple légitimement marié, je parle de couple. D'accord ? On ne rentre pas tout de suite dans cette subtilité. Globalement, les couples avec enfants représentent 25% de ces ménages. Et les familles monoparentales représentent 9% de ces ménages. Si on parle des mariages, il y a eu 244 000 mariages célébrés en France en 2022. 7 000 entre personnes du même sexe. Moins de 40 000 mariages ont été des mariages religieux. Et le nombre de PACS s'élève à 192 000. Je vous donne un certain nombre d'informations brutes pour caler les choses et que vous ayez les éléments en tête. En 2022, plus de 60% des naissances ont eu lieu dans des couples non mariés. Il faut noter que les dispositifs d'aide sociale tels qu'ils existent en France créent une situation dans laquelle il devient franchement désavantageux et financièrement de déclarer son couple à l'administration, ce qui biaise sans doute les statistiques, et cela a été démontré dans une étude de Marc de Basquiat. Je me permets de le citer parce que je sais qu'il suit notre conférence. J'espère que ça lui fera plaisir. Compte tenu de certaines cultures, il se peut même que la même situation encourage aussi une polygamie cachée. Si on parle de l'âge auquel on devient parent, d'abord auquel on se marie. L'âge moyen des hommes au premier mariage est de 33 ans, celui des femmes 31 ans. En moyenne, l'accouchement, tout rang de naissance confondu, les mères sont âgées de 31 ans contre 26
6,5 en 1977. Cet âge est le plus élevé depuis un siècle et ne cesse de croître. En 2021, l'âge moyen des mères à l'accouchement du premier enfant est de 29 ans. Et dans 23 des pays de l'Union européenne, il dépasse 30 ans en 2021. Il dépasse 32 ans,4 en Italie et en Espagne. Alors, si on parle de politique familiale, je vais vous donner quelques chiffres qui sont issus d'informations que j'ai trouvées dans les documents de la Confédération des AFC. Il y a une certaine imprécision parce qu'on peut calculer de façon assez différente, étant donné qu'il y a aussi des mélanges entre politique sociale et politique familiale, on va y revenir. Mais globalement, on arrive aux alentours de 470 milliards d'euros de prestations qui sont versées chaque année par la sécurité sociale. Ça représente 25% du PIB de la France. Et les dépenses sociales à destination des familles, tous financeurs confondus, s'élevaient à 56,5 milliards en 2019, soit 7,4% de l'ensemble des prestations sociales versées. Et donc, je vous rappelle que le code, selon l'article pour l'instant du Code de la sécurité sociale, le L512-1, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ses enfants des prestations familiales. Et donc, on voit que le droit aux prestations familiales est ouvert aux personnes qui assurent la charge effective et permanente, nourriture, logement, habillement, d'enfants légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis. Voilà, j'ai essayé de poser un certain nombre d'éléments. Je vais continuer sur les instruments de la politique familiale. J'en ai dégagé 2, et un sur lequel je voudrais faire une précision importante. D'abord, la politique familiale ne peut s'accommoder de l'individualisation. Si vous faites une politique familiale et que vous dites, eh bien, les familles qui ont un certain montant de ressources ne peuvent avoir droit aux allocations familiales, eh bien, vous rentrez dans un système d'individualisation. Et c'est là où le bât blesse, puisque normalement, nous avons, et on arrive sur ce principe fondamental, qui est l'universalité. Ce que je disais tout à l'heure, on contribue selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. Et la mise sous condition de ressources des prestations familiales sous le quinquennat d'Hollande est un bon exemple d'abord d'individualisation et de mise à mal de la politique familiale et du principe d'universalité. Un point, une précision importante, politique fiscale, quotient familial. Trop souvent, on entend que le quotient familial est un outil de la politique familiale. C'est faux. C'est faux parce que c'est un outil de la politique fiscale. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous voyez qu'on cite quand même des textes assez impressionnants, c'est rare qu'on les cite ici, je crois, parle d'une répartition égale en fonction des facultés de chacun. Les contributions fiscales doivent donc tenir compte non seulement des revenus des ménages, mais aussi de leurs charges, notamment familiales. C'est donc en aucun cas un cadeau, une ristourne qui est faite aux familles, c'est juste un principe fiscal. Ensuite, la question de la démographie. Alors, je ne vais pas m'attarder énormément sur la question de la démographie parce qu'il y a énormément d'articles en ce moment qui sortent sur ce sujet, mais quelques points importants. La baisse importante de la natalité à laquelle nous assistons aujourd'hui, avec en 2021 un taux de fécondité qui était à 1,87 enfants par femme. En 2011, ce taux de fécondité était à 2. Et au mois d'octobre 2023, nous avons encore perdu 4% de naissances par rapport
par rapport à l'année dernière. Et à contrario, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans une étude qui a été faite par l'UNAF, le désir d'enfant est plus élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes souhaiteraient 2,39 enfants. Donc, non, on ne va pas livrer des enfants en kit, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est prêt à accueillir un enfant de plus. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'en fait, il y a énormément de changements qui doivent s'opérer dans la vie du couple. Quand vous passez de 2 à 3 enfants, on sait qu'il y a soudainement une voiture qui change, certainement un appartement ou une maison plus grande. Il y a un certain nombre d'investissements qui doivent être faits. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui renoncent à avoir un enfant de plus. Et ça, c'est un vrai sujet de démographie. Et je vous le disais, sous le quinquennat d'Hollande, on a eu la mise sous condition de ressources. Il y a un certain nombre de mesures depuis ce quinquennat qui ont été prises et qui sont défavorables aux familles. Vous les retrouverez listées dans l'historique qui vous a été fourni. Et on voit très nettement sur les courbes un point de bascule, un point d'inflexion autour de la date de 2015, qui est la date de cette décision de mise sous condition de ressources. Alors, un autre point de précision, et je ne m'attarderai pas non plus dessus, parce que vous avez dans le petit fascicule qui vous avait été envoyé un texte de Michel Godet, professeur au CNAM, qui avait écrit sur le sujet de la politique familiale, refonder la politique familiale, et on a mis un passage sur ce sujet, qui est la confusion à laquelle on assiste aujourd'hui entre politique familiale et politique sociale. Vous l'avez entendu tout à l'heure, je vous l'ai dit, la question de l'individualisation, la fin de l'universalisme, l'universalité, des allocations familiales. Cela montre qu'avec un certain nombre de mesures qui sont prises aujourd'hui, on tend à individualiser et à simplifier considérablement la question des allocations familiales et à la réduire à la question juste de la politique sociale. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Peut-être 3 mots aussi sur quelques menaces qui pèsent sur la politique familiale. Vous l'avez compris, l'individualisme, le malthusianisme aussi, cette tendance à vouloir réduire le nombre que nous sommes sur la planète, qu'on habille en ce moment avec des considérations écologiques, mais demain on les habillera peut-être autrement. La question du libéralisme, cet État libéral, profondément libéral et qui conduit à l'individualisme. Et puis, aujourd'hui, vous avez une petite musique autour de la question du coût élevé pour l'État et pour les partenaires sociaux du financement de la famille, de la branche famille de la sécurité sociale. Et certains aimeraient pouvoir se débarrasser de ce sujet en le laissant, et j'y reviendrai par la suite, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre, mais en le laissant à la responsabilité des familles qui, ils veulent des enfants, qu'ils les assument et qu'ils se les financent. Alors, je voudrais attaquer ma deuxième partie sur les enjeux de civilisation qui se jouent à travers la politique familiale. Pareil, je vais certainement survoler quelques éléments. Mon idée est de braquer le projecteur sur quelques points et puis d'avancer. Et je vous invite à creuser parce qu'il y a énormément de ces points qui font l'objet de déclinaisons à travers des documentations, des rapports, des livres passionnants qui ont été écrits. Et
Et comme on m'a demandé de ne pas faire de fiches de lecture ce soir, je vous laisse aller les lire. Premier point, la natalité, on vient d'en parler. Depuis 2015 et la mise sous condition de ressources, elle ne cesse de baisser et ça ne cesse de s'aggraver. Et on voit bien que la question de la natalité, elle est clé dans la préservation de notre modèle social français, qui est basé sur la répartition. Aujourd'hui, moi, actif, je travaille pour toi, inactif, retraité, ou inactif pour d'autres raisons, et je cotise et je finance. Et demain, ce sera moi, inactif, parce que retraité ou pour d'autres raisons, qui sera porté par mes enfants et les enfants que nous aurons faits, et qui, eux, seront des actifs. Donc la natalité est un enjeu de civilisation qui est clé là-dedans. Un autre enjeu de civilisation, c'est tout ce qui touche à l'enfance. La question de l'enfance, elle est clé. Elle est clé parce qu'en fait, les dispositifs, par exemple, on le voit à travers le dispositif des 1000 premiers jours de l'enfant, que l'État essaye de présenter, de nous packager pour nous expliquer combien est-ce que l'État pense à nous et pense aux familles. Mais derrière, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de proposer des modes de garde et 1000 premiers jours, ça vous mène aux 3 ans de l'enfant. Les 3 ans de l'enfant, aujourd'hui, c'est un point de bascule. Pourquoi ? Parce que depuis 2019, l'instruction est obligatoire dès 3 ans. Avant, c'était 6 ans. Ça veut dire que vous pouvez retourner bosser. Vous n'avez plus besoin de vous occuper de vos enfants. Puisque à 3 ans, ils sont à l'école, et avant, l'État va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir s'en occuper. Alors le problème, c'est que les crèches, etc., ça ne suit pas totalement. Et les dispositifs de mode de garde, ça ne suit pas totalement. Donc on a un sujet. Mais on voit bien comment est-ce qu'aujourd'hui, l'État cherche à couper l'enfant de ses parents. Et en ça, on avait un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Vincent Peillon, qui avait dit cette phrase sublime qu'il faut retenir, qu'il faut graver dans nos mémoires et qu'il ne faut pas oublier. Il faut arracher l'enfant au déterminisme social de ses parents. Il faut arracher l'enfant de ses parents. Et donc, aujourd'hui, on a un sujet sur les coûts qui sont associés au mode de garde et à l'accessibilité en lien avec l'offre. On le voit par exemple dans certains départements, la région parisienne est très bien placée pour savoir que c'est compliqué, mais moi qui habite dans le Morbihan, c'est tout aussi compliqué, même avec une population qui est plus vieillissante que la région parisienne. Dans le Morbihan, ceux qui veulent faire garder leurs enfants ont des difficultés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas les places de crèche qui sont nécessaires. Et il n'y a pas tous les dispositifs de garde qui sont nécessaires. Sans parler du fait que ces personnes qui gardent les enfants, aujourd'hui, n'ont pas des revenus qui sont suffisamment élevés pour pouvoir vivre dignement de leur travail. Et on voit qu'on rentre dans un cercle vicieux à travers ça. Et puis vous avez la question du congé parental, du temps partiel. On voit aujourd'hui dans des entreprises des RH, des managers, qui font pression sur des mères de famille qui souhaitent se mettre en temps partiel pour qu'elles ne le fassent pas. Parce que tu vas quand même pas perdre du temps à t'occuper de tes gosses, tu as une carrière, c'est quand même vachement plus important. Et donc, on a un sujet véritablement de construction de notre modèle et d'accompagnement des parents à travailler. Et ça, c'est un enjeu de civilisation parce qu'en fait, si vos enfants sont éduqués par quelqu'un d'autre que les parents, eh bien, on voit qu'on perd quelque chose de l'ordre de la transmission. Et en même temps,
aujourd'hui vivre à Paris, en région parisienne, avec un seul salaire, c'est aussi un luxe qu'on ne peut pas se permettre, pas toujours se permettre. Donc il y a des choix, il n'y a aucune culpabilisation dans ce que je dis, bien entendu, mais je pointe l'enjeu de civilisation qui est derrière ce sujet où l'État préempte les enfants. Un autre point qui est le logement. Avons-nous assez de logements aujourd'hui pour les familles ? Et est-ce qu'on a des logements suffisants, en nombre suffisant, pour accueillir des familles nombreuses aussi ? La réponse est non. Aujourd'hui, on a aussi une explosion dans les villes moyennes, des logements type T3 pour des familles monoparentales ou des familles séparées qui vont avoir besoin peut-être de moins de place parce qu'ils n'ont pas leurs enfants toutes les semaines. Et donc, on construit des logements qui ne sont pas forcément adaptés. Ensuite, on a un sujet à repenser autour de l'intergénérationnel. Pardon, autour de l'intergénérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un petit appartement, je ne peux pas accueillir mon parent vieillissant. Et on voit donc fleurir le business des EHPAD. Et vous voyez, on a tout un sujet autour de ça et autour de la rupture entre les générations. Sans parler du fait qu'aujourd'hui, vous habitez loin de chez vos parents parce qu'en fait, vous êtes venu travailler à la capitale, vos parents n'y sont pas forcément. Ou alors, vous avez fait d'autres choix. Vos parents sont à la capitale, mais vous êtes parti en province. Toute ressemblance avec mon cas n'étant que purement fortuite. Autre point, la question du couple et de la conjugalité durable. Aujourd'hui, le couple est à l'image de la société de consommation. Je prends, je consomme, je jette. Et donc, quand j'ai consommé, j'ai fait des enfants. J'ai fait des enfants et là, je jette la mère, je jette le mari et je jette les gosses avec. Et je me rends compte qu'il y a donc un souci d'entretenir les couples et de bâtir son couple sur le roc. Et sur le roc, ne serait-ce que de la communication, de l'entente et de pourquoi est-ce qu'on se marie. Et en fait, on doit développer, en termes d'enjeux de civilisation, on doit développer quelque chose autour de la préparation au mariage et de la possibilité de réparer quand la machine se casse. Et donc de donner la possibilité au couple d'avoir recours à un conseiller conjugal. Mais un conseiller conjugal, ça coûte de l'argent. Est-ce que c'était une des propositions qu'avaient fait les AFC pendant la campagne législative, la dernière campagne législative? Pourquoi ne pas prendre en charge une ou deux séances de conseillers conjugaux pour des couples qui sont en crise? Parce qu'en fait, on voit qu'à partir du moment où il y a de la communication et il y a de l'accompagnement, il y a moins de rupture. On l'a vu, tout cela revient sur le financement de notre modèle social. Et donc, la politique familiale peut nous permettre d'accompagner le financement et la pérennisation de notre modèle social. Je voudrais m'attarder un petit peu, et avec quelques citations, sur une partie que j'ai appelée un peu, de façon un peu militante et un petit peu avancée, le féminisme totalitaire en question. Il y a une réflexion à avoir autour de la question du féminisme. Ne sommes-nous pas allés trop loin aujourd'hui dans ce sujet ? J'allais dire qu'on croit aujourd'hui avoir inventé la femme, mais en fait on oublie que notre civilisation s'est construite à mesure qu'elle la libérait et que sa transmission
à reposer sur celle-ci. Rappelons qu'aujourd'hui encore, par exemple, la judéité ne se transmet que par la mère. Il n'y a pas si longtemps, la bénédiction nuptiale dans le mariage catholique incluait une longue litanie d'exhortations pour que l'épouse soit avisée, fidèle, forte, modeste, instruite, etc., tandis que de l'époux, il n'en était à peine question. Cette inégalité de traitement paraît inaudible aujourd'hui, mais cela signifiait simplement que si l'homme avait l'autorité, l'avenir de la famille reposait sur la femme. C'était donc lui reconnaître un pouvoir immense. De gardienne du foyer, responsable de la transmission à la génération suivante. Permettez-moi de citer Jules Ferry, qui disait « Celui qui tient la femme tient tout ». Ou alors, de façon un petit peu encore plus provocante, Lénine, qui recommandait « Pour détruire la société, il faut détruire la famille. Et pour détruire la famille, il faut s'en prendre à son pivot, la femme. » Bel hommage. Gertrude von Lefort a superbement magnifié la femme et a montré sa complémentarité avec l'homme. Je cite. « L'homme donne un sens à la valeur éternelle de l'instant, la femme au déroulement sans fin des lignées familiales. L'homme est le rocher sur lequel le temps se repose. La femme est le fleuve qui porte plus loin. Le rocher a sa forme, le fleuve est fluide. La personnalité est d'abord réservée à l'homme, l'universel appartient à la femme. » Dans un autre style, on a aussi Denis Tillinac. Sans la féminité occidentale, mix de Vénus et de la Vierge, le désir se dégrade en pulsion, l'érotisme en mécanique, l'amour en sentimentalité plus ou moins fadasse. Ce qui nous ensoleillerait l'existence n'est nullement l'égalité des sexes, mais une assomption de la féminité. Et tout cela nous amène, tous ces points sur la question des enjeux de civilisation, nous amènent à la pérennisation de notre civilisation. On voit que, à travers tous ces thèmes que nous avons parcourus, se joue l'enjeu clé de la pérennisation. Si nous le souhaitons, bien entendu. Alors, troisième partie, mais je vais boire d'abord. Troisième partie, quelques pistes pour une réforme en profondeur du système et orienter la politique familiale vers le bien commun. D'abord, je voudrais évacuer une idée. L'idée de la table rase en matière sociale. C'est Pie XII, dans un message de, si mes souvenirs sont exacts, de Noël 56, qui avait évoqué ce sujet. Je n'ai pas noté le texte exact, mais de mémoire. Il évoque le fait qu'en matière sociale, on ne peut pas faire de table rase. Parce que on va casser complètement le système. Et donc, on a besoin de le réparer petit à petit et de le réorienter. Ensuite, on a besoin aujourd'hui d'une politique nataliste forte. Cette politique nataliste forte ne peut être accompagnée que d'une politique familiale ambitieuse. Parce que si vous faites naître des enfants à gogo, eh bien, il va falloir accompagner les familles dans l'éducation de ces enfants. Et parce que demain, ces enfants seront la société que nous aurons. Et aujourd'hui, nous devons donc tenir compte de la situation dégradée dans laquelle nous sommes, et nous devons développer une politique nataliste forte et respectueuse aussi de l'envie des femmes de travailler pour s'épanouir, pour être reconnues, etc. Il ne s'agit pas, dans mon propos précédent, d'interdire quoi que ce soit, mais il faut rééquilibrer
les éléments. Et mettre une politique en place qui profite à la nation tout entière. Et ensuite, développer cette politique familiale ambitieuse qui améliorera les conditions matérielles des familles. Il en va d'une question d'équité à niveau de vie et de revenus égal en faveur des familles avec enfants. Ce sera ainsi comme ça que ce sera réalisé. Question du défi de l'instruction. Alors l'instruction est autant un chantier qu'elle est en chantier aujourd'hui en France. Aujourd'hui, les parents doivent pouvoir choisir leur mode d'instruction pour leurs enfants. Il doit en exister 4. L'école publique, l'école de la République, l'école sous contrat, le privé sous contrat, très souvent le plus répandu chez nous, qui dépend de l'Église catholique, mais il y en a d'autres. L'école hors contrat, souvent fondée par des parents ou des institutions, et l'instruction en famille. Aujourd'hui, en France, l'école de la République est en ruine. L'école sous contrat s'est mise à la remorque de cette école publique, n'ayant que bien peu de liberté pour choisir ses programmes, c'est-à-dire aucune. L'école hors contrat est un effort constant des familles, tant financièrement qu'en termes d'investissement quotidien dans l'école. Et enfin, l'instruction en famille, elle est maintenant soumise à autorisation du rectorat. Nous devons pouvoir rendre le pouvoir aux familles d'instruire leurs enfants. Un jour, l'évêque de Vannes est venu dans l'école hors contrat de Vannes pour bénir les locaux, et il a dit cette phrase qui est très juste: « L'instruction n'appartient ni à l'État ni à l'Église, mais aux parents. » C'est aux parents de choisir et ensuite de savoir s'ils veulent déléguer à tel ou tel la capacité d'instruire leurs enfants. Et ensuite, il y a la question des programmes, etc. Et là-dessus, j'ai compris, en regardant mon téléphone dans l'après-midi, que le ministre de l'Éducation nationale avait fait des annonces sur le sujet. Je ne les connais pas, je les lirai, je me ferai mon idée. Mais mon niveau d'espérance n'est pas très élevé. Autre piste, une réorientation vers le bien commun. La politique familiale, on doit la réorienter vers le bien commun en reconstruisant, les principes d'universalité que j'ai expliqués et en arrêtant la casuistique permanente de prendre les cas les plus graves pour pouvoir les mettre sous forme de loi et ensuite en tirer une règle générale pour tous, comme si nous étions tous à la même école et avions les mêmes problèmes. Nous devons accompagner, par contre, de façon très spécifique et de façon très particulière, ces familles qui, elles, sont dans le besoin. Familles monoparentales, les familles recomposées, il y a un véritable enjeu à les accompagner, les familles, les mères célibataires, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas développer de choses pour elles, mais la politique familiale ne peut se résumer autour de ces cas. Développer une plus grande liberté des familles. La question, en fait, derrière tout ça, derrière tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la question de la liberté. Aujourd'hui, on voit que l'État s'immisce un peu partout et supprime un certain nombre de libertés. Au nom de notre bien-être à tous, bien entendu, il ne manquerait plus qu'ils disent la vérité là-dessus, mais on a un enjeu de reconquérir un certain nombre de libertés pour pouvoir assumer notre responsabilité en tant que parents, en tant que famille. On en arrive à un point central qui est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que dans le cadre de la politique familiale,
je dois pouvoir mener un certain nombre d'actions, moi, en tant que père de famille, et avec mon épouse. Et quand je en suis incapable, le niveau du dessus doit pouvoir prendre le relais. Mais en aucun cas, il faut que l'État se substitue à moi dans l'éducation et me dise ce que je dois faire. Je me permettrai une petite incise sur la place centrale du père. Gabriel Rubin disait « Pas de père, pas de civilisation ». Ça a au moins le mérite d'être clair. Si je la cite un petit peu plus longuement, c'était écrit, ce que je vais vous lire était écrit en 2008. On a l'impression que ça a été écrit ce matin. La montée en puissance de ce que l'on appelle les incivilités, la justice qui n'inspire plus le respect, les profs chahutés, les policiers agressés, tout cela traduit un rejet symptomatique de toutes les formes d'autorité. Une société se construit à partir du père. C'est lui qui énonce le permis et l'interdit, qui met des limites, qui coupe le lien fusionnel entre la mère et l'enfant. Or, il a partiellement perdu sa fonction de représentant de la loi. Autant la relation mère-enfant continue à aller de soi, autant le rôle du père est devenu flou. S'il n'incrimine plus la loi pour le petit enfant, qui le fera ? C'était écrit en 2008, on se rend compte aujourd'hui de l'actualité de ce propos. Enfin, la famille est un investissement rentable. J'ai commencé en vous parlant de l'an 2020, et si on avait coté les familles en bourse, on aurait appelé ça des valeurs refuges. La famille est un investissement rentable à long terme. En l'an 2000, Jean-Didier Lecaillon, professeur en sciences économiques, publiait un livre intitulé « La famille, source de prospérité ». Il y montre combien la famille s'inscrit dans le cercle vertueux qui profite à la nation. Il démontre aussi combien une politique familiale, si elle veut être efficace, doit être dotée d'objectifs précisément définis et de fondements clairs. Tout ce que n'est pas aujourd'hui la politique familiale en France. Dans ma dernière partie, je voudrais ouvrir, et je vais revenir sur un certain nombre de points que j'ai évoqués, ouvrir sur 5 critères pour définir une vraie politique familiale. Je reprends en cela les travaux qui ont été conduits en 2015 par une association qui s'appelle Famille et Liberté, qui avait publié un livre blanc sur la politique familiale. Donc je n'invente rien, je vous donne ma source, j'ai essayé de synthétiser le propos. Qu'est-ce qu'une politique familiale ? Est-ce que c'est assurer une rente aux familles ? Est-ce que c'est une prime à l'enfant ? Est-ce que c'est une assistance confortable ? Non. La mission de la politique familiale, elle est bien de faire en sorte que la participation des familles en tant que telle à l'effort créateur et conservateur du pays soit reconnue. Que les jeunes générations aient envie d'investir dans la famille, de s'engager à avoir des enfants, de les soutenir, et dans cet engagement matériel, de façon matérielle et culturellement. Pour cela, 5 critères ont été avancés, ont été définis. Une famille subsidiaire, une politique familiale subsidiaire, universelle, cohérente, stable et positive. Permettez-moi d'énumérer chacun et de détailler un petit peu chacun de ces points. D'abord, une politique familiale subsidiaire. L'intervention de l'État doit se limiter à ce que les parents ne peuvent pas faire eux-mêmes. La cellule familiale a existé bien avant l'État. On l'a vu, on le sait. Dès la préhistoire, la cellule familiale existait dès qu'il y a eu des enfants. La Convention européenne des droits de l'homme énonce à l'article 2 de son protocole additionnel publié en 2010, je cite, « L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
La Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, dans son article 18, stipule « La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents. » Enfin, l'État doit les y aider sans s'y substituer, notamment en ce qui concerne le choix de l'école, des loisirs ou le domaine typiquement familial de l'éducation sexuelle. Deuxième critère pour la politique familiale, universelle. Elle est à distinguer de la politique sociale. Cette politique familiale est une juste reconnaissance et un encouragement à l'investissement humain que représente la famille. Il est important de distinguer les deux. Comme je vous l'ai dit, la politique familiale est une redistribution horizontale entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Elle est trop souvent confondue avec la politique familiale, qui, elle, est une redistribution, comme je vous l'ai dit, verticale, entre les riches et les pauvres, en fonction des niveaux de fortune. Et en fait, aujourd'hui, on donne mauvaise conscience aux familles en les qualifiant d'assistées et en disant qu'elles coûtent cher à la France, alors qu'il semblerait pourtant tout naturel que les personnes bénéficiaires des prestations sociales, victimes du chômage, de la maladie, reçoivent des aides de l'État. Pour ce qui est des familles, il est de plus en plus admis que si elles ont des enfants, c'est qu'elles l'ont voulu et doivent assumer leur choix. La dégradation de leur niveau de vie, les renoncements pour élever au mieux leurs enfants, sont tout au plus le résultat d'une forme de masochisme et ne regardent en rien l'État. Alors que ces familles travaillent pour l'avenir de la nation, pour l'avenir de nos retraites. Les enfants d'aujourd'hui, c'est ceux qui payeront nos retraites demain. Troisième critère, une politique familiale cohérente. À quoi est-ce que cela sert d'aider les familles d'un côté si on les néglige, décourage, voire pénalise de l'autre ? Une politique familiale, pour être cohérente, doit accompagner la famille depuis sa constitution en encourageant l'engagement, la fidélité à cet engagement et la stabilité, c'est-à-dire le mariage. Il faut encore, pour être cohérente, que la politique familiale imprègne toute la vie politique et sociale du pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les différentes politiques publiques qui sont menées dans les différents domaines de l'État doivent, bien entendu, ne pas entrer en contradiction avec l'esprit de la politique familiale. Maintenant, on a un ministère, alors je sais plus, j'ai plus le vocable exact du ministère, je crois que c'est le ministère des familles, mais ça veut dire que l'ensemble des ministères doivent travailler en cohérence ensemble. Quatrième critère, pour une politique familiale, il faut qu'elle soit stable. La stabilité, elle est nécessaire pour tout développement économique. On le sait. Les entrepreneurs, le MEDEF, n'arrêtent pas de nous répéter qu'il est important que nous ayons une stabilité fiscale pour les entreprises. Pourquoi n'aurait-on pas de stabilité pour la politique familiale ? Les entrepreneurs ont besoin de visibilité pour entreprendre, investir, embaucher, etc. Il en va de même pour la famille. Et on voit la chute de la natalité après 2015. Il n'y avait plus de visibilité, il n'y avait plus de stabilité. Avec la mise sous conditions de ressources, les familles ont arrêté de faire l'enfant supplémentaire qu'elles faisaient. Une politique familiale qui est sans cesse remise en question, qui est faite d'allocations et de plafonnements, qui change de nom, d'objet, de cible, et bien sûr, le plus souvent, dans le mauvais sens. Cela laisse les familles perplexes, dubitatives, frileuses, et les lois sociétales, qui remettent en cause l'une après l'autre la structure même des familles, ne sont pas non plus de nature à donner envie aux jeunes couples de s'engager sur le long terme que requiert l'éducation des enfants. Cinquième et dernier critère, une politique familiale positive.
La politique familiale ne doit pas être envisagée comme une charge, une distribution de faveurs concédées par un sentiment de générosité publique ou de commisération, mais comme un investissement dynamique de la nation. Il faut comme une révolution culturelle en faveur d'un état d'esprit family-friendly, si vous me pardonnez cet anglicisme. Réconcilier les Français avec le mariage au lieu de le travestir, encourager les femmes enceintes, aimer les enfants, valoriser l'engagement familial et honorer les anciens. En fait, il faut retrouver le sens du don, de la gratuité, du bonheur, qui ne s'achète pas, mais qui se partage. Retrouver le vrai prix de l'inutile. J'en arrive à ma conclusion. Une politique familiale forte est un véritable choix de civilisation pour toute société, pour tout gouvernement. Il est important de redéfinir au plus haut niveau pour sortir de l'amalgame entre politique familiale et politique sociale. La politique sociale a un rôle d'amortisseur. Elle vise à accompagner les accidents de la vie. La politique familiale a dans son ADN de venir en complément pour permettre l'accueil des enfants qui viennent enrichir la famille et la société dans laquelle ils naissent. La famille est une mission politique, prophétique et de service public. Son développement est accompagné par la politique familiale. Tout ceci doit avoir le bien commun et la prospérité de notre pays et de notre civilisation en ligne de mire. Je voudrais vous raconter une histoire. Cette histoire, je la prends chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son manuscrit A. Il y a un enfant qui fait du vélo. Son père est là et le regarde. Premier cas, l'enfant heurte une pierre en faisant du vélo, en courant, il court. Il heurte une pierre et se blesse. Le père se précipite vers son enfant et le soigne. Premier cas. Deuxième cas, l'enfant court, le père voit la pierre, la retire et l'enfant continue. Eh bien, permettez-moi de faire une analogie entre politique sociale et politique familiale. La politique sociale, elle répare les accidents de la vie, comme je viens de le dire. C'est le père qui va soigner son enfant. La politique familiale, elle permet d'enlever les embûches. Elle permet de donner une cohérence d'ensemble à la vie, à la société. Et c'est le deuxième cas, c'est le père qui enlève la pierre qui est sur le chemin. Cette histoire, on peut aussi la décliner sous l'angle de la miséricorde réparatrice et sous l'angle de la miséricorde qui est de structurer la société, etc., etc. Vous voyez, c'est un exemple, une illustration. Nous abordons ce sujet au début du temps de l'Avent. Et cela nous prépare à la grande fête de Noël, pardon, au cours de laquelle nous faisons mémoire et nous rendons actuel, comme à chaque messe, la naissance de notre Seigneur. C'est un événement historique et spirituel, une fête familiale par excellence. Ce sera donc l'occasion de réaffirmer notre attachement à la famille. Modèle social bien malmené, mais cellule de base de la société. Permettez-moi pour conclure, de donner la parole au pape Pie XII, qui, dans son message lors de son jubilé épiscopal le 13 mai 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, disait « Aux gouvernants des nations, nous voudrions adresser encore une parole paternelle. La famille est chose sacrée. Elle n'est pas seulement le berceau des enfants, elle est celui de la nation, de sa force, de sa gloire. N'arrachez pas, ne détournez pas la famille de sa fin si haute qui lui est assignée par Dieu.
que l'époux et l'épouse, fidèles à remplir leurs devoirs conjugaux et familiaux, transmettent au foyer domestique le flambeau de la vie du corps et avec elle de la vie spirituelle et morale, la vie chrétienne aux nouvelles générations. Dieu le veut. Que dans la famille, sous la vigilance des parents, grandissent des hommes de caractère loyal et de droite compétence, qui soient un jour des membres utiles et irréprochables de la société humaine, virils parmi les conjonctures joyeuses ou tristes, obéissant à l'autorité et à Dieu. Telle est la volonté du Créateur. Qu'on ne fasse pas de la maison de famille et de l'école uniquement le vestibule d'un champ de bataille, que les époux ne soient pas d'une manière permanente séparés l'un de l'autre, que les enfants ne soient pas privés, pour leur corps et pour leur âme, de la vigilante sollicitude de leurs parents, qu'on ne voue pas à la stérilité les salaires et les fortunes de la famille. Je vous remercie. Merci beaucoup Franz Toussaint pour cette conférence complète, très, très complète sur cette question de la famille. On va prendre quelques questions dans la salle auxquelles Franz va répondre. Maintenant qu'il a bu un coup de flotte, ça ira mieux. Et ensuite, on va aller voir aussi ce qui se passe du côté des questions écrites de nos amis qui nous suivent à distance. Merci, merci pour ton topo très, très complet, plein de chiffres, pas toujours tous faciles à retenir, mais vraiment important. Je suis étonné que quand tu parles de la politique familiale, tu n'aies pas évoqué ce qui va devenir un peu le sujet, c'est l'avortement. C'est quand même un truc drôlement à la mode. En 2022, si j'ai bien compris, il y a eu plus d'avortements que jamais. C'est-à-dire que grosso modo, sur 1 million de femmes enceintes en 2022, il y avait un tiers d'avortements. C'est quand même assez abominable. Et quand on voit les nouvelles générations, que ce soit peut-être plus les jeunes filles que les jeunes garçons, mais largement, majoritairement favorables à l'avortement. Et puis on passe pour un abruti si on se montre contre. Et la raison souvent qui est donnée, c'est une question économique. S'ils n'ont pas de sous pour faire vivre la famille, on va avorter. Voilà, c'est des réflexions que j'ai entendues. Si j'entends des réflexions un peu particulières aussi, tu as senti ça aussi. J'ai dit que j'avais fait des choix éditoriaux. C'est un pur choix éditorial de ne pas en avoir parlé. D'abord pour permettre que la question soit posée. Premier point. Deuxième point, parce que il est évident que ça contribue à la baisse de la natalité, plus de 200 000 avortements par an en France. Ça contribue à la baisse de la natalité, je l'ai dit. C'est un vrai sujet de santé publique derrière, qui est derrière ça. Oui, effectivement, il y a des sujets qui sont économiques derrière la question de l'avortement pour des familles, pour des couples qui ont fait un choix d'avorter pour des raisons économiques, parce que ce n'est pas le moment, parce que, etc. Mais alors j'ai pas la répartition en tête des choix qui sont faits, mais je pense que c'est pas le principal moteur, la raison économique. Aujourd'hui, on a une question civilisationnelle liée à l'avortement. La semaine prochaine sera présenté au Conseil des ministres le projet de loi
qui vise à constitutionnaliser l'IVG. On verra si ça pourra passer, etc. Je n'en sais rien. Mais on importe des débats qui ne sont pas les nôtres, d'abord, parce que la constitutionnalisation, ce n'est pas le sujet en France. Et ensuite, à travers la politique de santé publique qui est menée, autour de l'avortement, nous ne laissons pas la possibilité, d'autres possibilités aux parents de trouver des moyens. Et en fait, derrière, on a un déficit d'accompagnement, en réalité, des femmes et des jeunes filles qui se retrouvent enceintes et qui avortent. Et ensuite, on a un déficit d'éducation sexuelle aussi, il faut le dire. Et après, l'ensemble de notre société est orienté, je l'ai dit tout à l'heure, vers une société du plaisir et de la consommation. Et ça se retraduit, en fait, dans ces chiffres. Mais, effectivement, j'en ai pas parlé comme un axe fort de la politique familiale. J'ai préféré me concentrer sur d'autres points. Voilà. Mais il faudra vérifier, il faudra voir ce qui va être fait sur le projet de constitutionnalisation, la façon dont il va être présenté. Est-ce qu'il pourra passer, parce qu'il faut qu'il soit voté dans les mêmes termes exacts à l'Assemblée et au Sénat? J'en sais rien des chances qu'il a de passer. Il y a une certaine unanimité aujourd'hui dans la classe politique sur le sujet, mais il faudra voir. En tous les cas, c'est un drame. Ça, c'est une certitude. Une autre question, Alexandre, à propos de l'instruction en famille, dont tu as dit qu'elle était menacée aujourd'hui. La question est la suivante. Avec la croissance de l'islam et le développement des écoles coraniques, n'est-il pas nécessaire aujourd'hui que l'État s'immisce dans l'éducation pour éviter de telles dérives communautaires et idéologiques? Clairement, l'État a tous les instruments de contrôle en place pour contrôler les dérives. Si nous les appliquons, nous irons bien. Clairement, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est qu'un enfant qui est instruit en famille, c'est un enfant qui ne reçoit pas la même éducation que les autres, le même enseignement que les autres, la même doxa que les autres. Et c'est donc un enfant qui pourrait réfléchir par lui-même demain et ne pas être orienté totalement vers la société de consommation. Voilà. Après, la question, c'est l'argument qui a permis de passer cette loi sur l'instruction en famille, sur la mise sous autorisation préalable pour pouvoir instruire en famille. C'est la loi vulgairement appelée loi séparatisme, où l'État nous a expliqué très gentiment que c'était contre le séparatisme qu'on faisait ça. Moi, je suis très dubitatif, et ceux qui connaissent le sujet sont très dubitatifs, étant donné que plus de 98% des contrôles se passaient bien. Donc l'État avait les moyens de contrôler. Il n'y avait pas besoin de changer la loi pour qu'il puisse exercer son contrôle de voilà. Communautaire, idéologique ou donc renforçons les contrôles. Et on n'aura pas de problème. Et laissons les honnêtes gens instruire leurs enfants comme ils l'entendent. Parce que c'est eux qui en ont la responsabilité. Je rappelle que un texte qui est souvent cité, qui est celui de novembre 2002, je crois, du cardinal Joseph Ratzinger, quand il était encore préfet de la congrégation, de ce qu'on appelait encore la Congrégation pour la doctrine de la foi,
à Rome, et qui a donné lieu ensuite à un texte un document qu'on a appelé les principes non négociables. Ratzinger cite dans ces principes non négociables la question, il y a la question de la vie, donc en référence à l'avortement, et en deuxième ou troisième point, il y a la question spécifiquement de la liberté d'instruction des enfants par leurs parents, et donc la liberté de choix. Et quand on demande une autorisation et qu'elle est refusée, il y a une voie de recours, comment on fait pratiquement ? Je peux vous écrire le petit manuel, puisque je suis dedans. Donc, il y a des voies de recours. Il y a une première voie de recours auprès du rectorat, où on écrit un document qui s'appelle un rapport. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Et puis, il y a ensuite, si en cas de refus, la voie de recours, elle est judiciaire. On va au tribunal administratif. Si on gagne, tant mieux, on peut. Et puis, si on perd, on peut faire appel, on peut aller jusqu'à Bruxelles. Moi, dans mon cas, si je fais, oui, enfin, on passe d'abord par le Conseil d'État, mais Conseil d'État, oui, tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État, et ensuite la CEDH à Strasbourg. Mais la question, c'est, dans mon cas précis, on est allé au tribunal administratif en première instance et on a gagné. L'État, le ministère a fait appel et on a perdu en cour administrative d'appel. Nous sommes en cassation, donc au Conseil d'État, et nous avons fait, à l'image du général Leclerc, le serment de Koufra, d'aller jusqu'à Strasbourg, eh bien, nous avons fait le serment de Vannes, d'aller jusqu'à Strasbourg. Oui, donc on espère qu'il y aura un arrêt Toussaint bientôt, qui sera étudié dans les jurisprudences. Question encore à distance. Il faut mettre une minute. Alors, Yolène nous demande, sachant qu'on a dit que l'on recevait selon nos besoins, quid de la définition des besoins familiaux ? Par exemple, est-ce la famille qui décide elle-même si elle a besoin de 5 000 euros pour les enfants ? Voilà. Comment on définit ces besoins, nous demande Yolène. Très bonne question. Je ne l'avais pas préparée celle-là. Je pense qu'on a une responsabilité, oui, à définir chacun nos besoins. On a des besoins qui sont différents, clairement. Je rappelle que nous avons été créés, certes à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais nous avons tous été créés libres et égaux en droit, certes, mais nous avons des capacités et des vies qui sont différentes, et donc des niveaux de vie qui peuvent être différents. Premier point. Deuxième point, j'évoquerai la sobriété heureuse. La sobriété heureuse, c'est le fait dans la définition de nos besoins, de se dire que nous n'avons pas besoin d'aller tous les ans passer 15 jours en Afrique du Sud ou à l'autre bout du monde pour nos vacances, et que nous pouvons passer des vacances plus raisonnables. Donc, je prends cet exemple-là, voilà, ou alors dans nos loisirs, on n'est pas obligé de faire tous du golf aussi. Pour prendre un sport qui, dans mon esprit, est coûteux. Mais comme j'ai jamais joué au golf, je ne sais pas. C'est purement gratuit contre les golfeurs. Donc voilà, donc je pense que on doit définir ses besoins, mais on doit les définir dans une responsabilité et dans une certaine sobriété heureuse. Il ne s'agit pas de se morfondre et de se limiter sur tous les sujets, mais il s'agit d'être responsable et raisonnable,
et de savoir quel est notre bien. J'espère avoir répondu à peu près correctement à la question. Une question de Mathilde qui demande comment on peut améliorer la politique familiale, les moyens d'améliorer la politique familiale. Alors j'imagine qu'il y a deux possibilités d'interpréter cette question. La première, c'est par exemple la mesure phare que tu prendrais si tu es ministre de la Famille demain, ou les deux points les plus importants. Puis aussi, quel est le moyen pour nous, citoyens, d'agir pour la politique familiale, je ne sais pas, en militant aux AFC, en quelque sorte. Oui. Alors, d'abord, je ne peux que vous encourager à adhérer aux AFC, parce que les AFC ont un poids de représentation auprès de l'Union nationale des associations familiales. Je vais me faire gronder parce que je vais vous dire un truc, c'est un peu le Parlement des familles. Ce n'est pas très exact comme définition, mais au moins vous aurez retenu l'image. Et à partir du moment où on est représenté, on pèse un petit peu plus dans la société pour pouvoir porter un certain nombre de sujets. Voilà. Après, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le cas d'être ministre de la Famille, je ne suis pas candidat au ministère de la Famille, donc je ne sais pas quelle est la première mesure que je prendrai. En revanche, comment est-ce que chacun de nous peut contribuer au quotidien sur le sujet de la politique familiale? Eh bien, j'ai envie de proposer un truc un peu fou, c'est de faire des enfants. C'est de faire des enfants quand on est marié religieusement, etc., etc. Voilà, donc ça j'ai redéfini les principes de base, mais de contribuer à la hausse de la natalité, et c'est un cercle vertueux. La famille est source de prospérité, on l'a dit. Donc, le pays ira mieux aussi grâce à ses enfants. D'autres questions dans la salle, ici? Oui, Franz, tu as très bien rappelé que l'État, par toutes ces mesures, fragilisait la famille. Tu as aussi rappelé que c'était mauvais pour la société. J'imagine que l'État en est conscient. Alors, pourquoi continuer dans cette voie? Est-ce que c'est uniquement pour reprendre le pouvoir par-dessus les parents, si je puis dire? Voilà, pourquoi on arrive dans cette impasse? Il y a le ministre tous ceux qui attaquent cette famille doivent bien comprendre qu'il y a une incohérence. Est-ce que tu as des idées? Je suis enregistré. Oui, j'ai des idées. La famille, on l'a dit, je reprends ma citation de Vincent Payon, il faut arracher les enfants au déterminisme de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, la famille est un endroit sur lequel aujourd'hui l'État n'a que peu de prise en réalité. Et c'est pour ça qu'il essaye d'encercler complètement la famille. C'est pour ça qu'il essaye de s'immiscer dans l'instruction, dans l'éducation, dans les 1000 premiers jours, etc. C'est pour pouvoir désunir cette famille. Pendant que tu posais la question, j'étais en train de reprendre la page où il y avait la citation de Lénine. Je pense que, est-ce qu'ils le font consciemment ou pas, je ne m'avancerai pas, ou pas totalement. Pour détruire la société, il faut détruire la famille. Et je pense que c'est un programme de gouvernement pour certains, oui, clairement. Je rappelle, Sœur Lucie, voyante à Fatima, qui disait au cardinal Caffarra, si mes souvenirs sont exacts, que le défi était le défi de la famille.
Ce sur quoi le démon attaque, c'est la famille. Je laisse... pour les conclusions, je vous laisse avancer tout seul. Oui, on peut peut-être ajouter sur la commission des 1000 premiers jours, c'est intéressant, parce que c'est donc la période préscolaire, et quand les 1000 premiers jours incluent la grossesse aussi. L'État veut s'intéresser même à la grossesse au-delà du suivi médical, de la santé. Et on a le sentiment tout d'un coup que l'État s'est dit mais l'enfant nous échappe dans toute cette période préscolaire, donc il faut qu'il aille à l'école le plus tôt possible. Mais encore, il faut une commission de réflexion sur les 1000 premiers jours pour voir comment on peut accompagner, faire la nounou avec les gens, etc. Et c'est assez symptomatique. Et quand Emmanuel Macron a mis en place cette commission, il leur a fait un beau discours avec leur cahier des charges. Et il leur a dit cet espace, donc préscolaire, depuis la grossesse jusqu'à l'entrée à l'école, est un espace que l'État a délégué aux parents, à la famille. Donc, et là, on voit l'inversion complète des choses. C'est-à-dire qu'il considère, en disant ça, que l'État est, lui, responsable des enfants. Et qu'on délègue, ça veut dire c'est ce qu'on appelle les délégations de service public. Donc la famille, c'est devenu une délégation de service public, d'une certaine manière. Et on sait très bien qu'une délégation, ça se donne et ça se reprend. Donc là, on voit le renversement d'un droit naturel en délégation de service public. Il y avait encore une autre question. Oui. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à propos du coup de la définition des besoins, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu idéaliste de se dire qu'on peut donner à l'individu la possibilité du coup de définir ses besoins sans qu'il y ait des abus? Si on prend par exemple, je sais pas, les subventions aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même pas mal d'abus justement parce que certains ont la liberté aussi de s'exprimer par rapport à la situation financière. Et dans ce cas-là, on pourrait comparer ça à la situation autour de la famille et se dire qu'une famille pourrait dire que son besoin est plus élevé que ce qu'il n'est en réalité. Pardonnez-moi de présupposer l'honnêteté des personnes, d'abord. C'est mon premier point de réponse. Oui, je présuppose à l'honnêteté dans la réflexion dans la réponse que je faisais. Après, oui, bien sûr, il y a des abus. Et comme quand vous êtes un bon manager, vous déléguez, la délégation n'exclut pas le contrôle. Il est évident qu'il faut des instances de contrôle, des instances de régulation, etc. Mais si, à contrario, je pousse le bouchon un peu loin et le modèle un petit peu loin par rapport à la question que vous posez, à la définition des besoins, l'extrême inverse, c'est de dire que nous avons tous les mêmes besoins et s'en tenir là. Et on voit bien que c'est pas réel, parce que derrière, vous avez... jusqu'où va ce modèle-là? Est-ce que, par exemple, demain, ça veut dire que j'aurai les mêmes besoins? Imaginons, je suis un foyer, d'accord? Alors, n'imaginons pas, je représente un foyer, nous sommes 7. Est-ce que le foyer je prends la maison qui est à côté de la mienne, à Vannes, ils sont 3 dans la maison. Est-ce qu'on considère qu'on a les mêmes... On est 2 foyers. Est-ce qu'on considère qu'on a les mêmes besoins? Ou est-ce qu'on fait quelque chose au prorata du nombre de personnes, etc., etc. Donc, voilà. Et après, ça s'appelle le communisme. Donc, moi, je pense qu'on a une responsabilité, on doit l'exercer. On peut mettre en place des instances de contrôle, etc., pour redéfinir nos besoins, enfin vérifier qu'il n'y ait pas d'abus, effectivement. Mais voilà. Je vais... Oui, non, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Je ne pense pas qu'une politique... Pardon. Il ne pense pas qu'une politique nataliste dépend de l'image que les gens se font de la société.
Aujourd'hui, alors j'ai pas le... Je sais plus si on l'avait mis dans le dossier, cet article. Non, on l'a pas mis dans le dossier. Je vais essayer de le citer de mémoire. Peut-être, François, tu pourras venir en aide. Il y a eu un sondage qui a été fait en France pour les personnes qui... la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'enfant, ou on n'a pas l'enfant supplémentaire, etc. Dans les 3 raisons, alors j'ai plus tout en tête, il y en a une qui m'a marqué, ça c'est sûr, c'est celle-là que je vais vous donner. Une des raisons pour lesquelles les gens ne font pas d'enfants, c'est la solitude. Et on parle de gens qui sont en couple. Aussi. Donc, on a une question de politique nataliste à développer. Un des freins, c'est les peurs des personnes, mais dans le sondage, dans les résultats du sondage, il y avait les questions, par exemple, écologiques, apparaissaient très loin derrière. Ce n'était pas l'enjeu. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on se dit, les gens ne veulent pas d'enfants parce que ça fait du mal à la planète. Et en fait, dans les 3, j'ai plus les 2 premiers sujets, je crois que c'était le 3e qui était la question de la solitude. Mais on voit que on a une vraie question de civilisation. Et oui, c'est l'image que les gens se font de la société, tout à fait. Cette société très individualiste dans laquelle nous sommes, où même dans un couple, on se sent seul. Ça doit nous interroger tous, quelle que soit notre situation matrimoniale, etc., ou familiale, ça doit tous nous interroger sur l'image que l'on donne de la famille et l'image que l'on donne de notre société. Je ne sais pas si tu avais des éléments complémentaires, François. Ici, oui. Oui, je suis François Litois, donc je suis responsable de la politique familiale aux associations familiales catholiques. Oui, il y a des raisons matérielles, l'argent, le travail, etc. Et il y a des raisons liées à l'incertitude sur l'avenir. Et c'est sans doute les plus importantes. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être au chômage? Est-ce qu'on va divorcer, etc. Donc comme on est incertain sur l'avenir, aujourd'hui on est dans une civilisation qui zappe, donc par définition le zapping c'est l'incertitude, eh bien on a peur et on ne se lance pas. Et ça joue énormément sur l'âge auquel on fonde une famille. Et plus l'âge est tard, plus le taux de natalité est bas. D'abord parce que les périodes de fécondité, quand même, ne sont pas les périodes où on est le plus âgé, n'est-ce pas? Je vous donne simplement une statistique qui la montre. Une femme qui arrive à 30 ans sans enfant n'a qu'une chance sur 2 d'en avoir après. Alors soit qu'elle n'en veut pas, soit qu'elle n'a pas trouvé l'âme sœur, soit que sa fécondité a baissé. Enfin bon, il y a différentes raisons. Mais la statistique, c'est une femme qui arrive à 30 ans sans enfant n'a qu'une chance sur 2 d'en avoir après. Oui, bien sûr. Bien sûr, avant, ce n'est pas 100%. Voilà, donc toutes les actions qui permettent d'avancer l'âge auquel on fonde une famille sont importantes et c'est très vaste. Ça va par exemple dans favoriser l'apprentissage, la formation en alternance pour que on ait son autonomie plus tôt et qu'on puisse permettre de fonder une famille plus rapidement. Et puis ça va aussi sur la question des carrières. Aujourd'hui, si on a des enfants avant d'avoir commencé sa carrière, eh bien, nada. On n'a droit à rien. Pour pouvoir avoir des aides aujourd'hui, enfin je le simplifie un peu, mais c'est quand même vrai, il faut avoir travaillé.
comment on fait des études plus longues, etc. Bon, vous voyez ce qui se passe. Bon, donc, il y a beaucoup de raisons qui se mêlent. Je vous en cite une autre. Alors ça, c'est amusant parce que je l'ai trouvé chez quelqu'un qui n'est pas du tout catho et qui citait le papillonnage. Ben oui, parce que aujourd'hui, on ne se marie pas sans avoir essayé. Alors, son calcul, c'était que pour essayer, il faut minimum 2 ans. On ne peut pas savoir avant 2-3 ans si ça marche ou pas. Donc, si on essaye comme ça un petit peu au hasard, il faut essayer au moins 4 ou 5 fois. Hein. Bon, vous voyez où ça nous mène. Merci. Une question à distance de Yolène qui veut te pousser un peu dans tes retranchements à propos de la politique nataliste. Elle dit, après tout, si l'État ne s'occupait pas de démographie et de politique nataliste, en quoi serait-ce grave, après tout, une décroissance de la population? Alors j'imagine qu'on peut le traiter sous 2 aspects. En quoi serait-ce grave culturellement, on va dire, et en quoi serait-ce grave économiquement? Je peux donner des petits éléments de réponse rapides. C'est gentil. Culturellement, la fin d'une civilisation, très simplement. Ça renvoie à la question que j'ai posée, savoir si on voulait pérenniser notre civilisation ou pas. Voilà. Et économiquement, on a une question qui est devant nous aujourd'hui, d'une société qui fait moins d'enfants, et donc va devoir repenser complètement son modèle social, va devoir ouvrir complètement la porte à l'immigration, à l'image de l'Allemagne, par exemple, qui a fait ce choix-là, concrètement, qui revient dessus, mais qui a quand même fait ce choix-là. Et donc, la fin d'une civilisation. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Jacques, une question assez courte parce qu'il va falloir rendre l'antenne bientôt. Je me suis laissé dire, pour rejoindre l'argument du papillonnage, que dans certains cas, la mise en couple se fait trop vite, et puis ça marche pas, on est blessé, et avant de pouvoir retrouver une attitude normale vis-à-vis d'un conjoint, eh ben on arrive à 30 ans. Ouais. Guillaume, on est d'accord. Eh bien, merci à tous. Merci Franz Toussaint d'avoir consacré beaucoup de temps à préparer, et à réaliser et à faire prononcer cette conférence. Et merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis à distance. Tu parlais de politique, de modèle social français. Et je pense que c'est un bon thème pour la revue Permanence, c'est qu'on pourrait sortir un dossier en 2024. Ça l'est, et c'est au programme. Et c'était programme. Un numéro sur la question du modèle social français, qui est une question assez essentielle et qui intéresse le plus grand nombre. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier. Ce sera le 9 janvier. Dignité du travail et juste salaire, une utopie, avec un point d'interrogation, qui sera traité par Joseph Touvenel, syndicaliste CFTC, directeur de la rédaction d'un magazine qui s'appelle Capital Social, et qui connaît très très bien ces sujets de juste salaire et de dignité du travail. Franz, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, avec Benoît qui n'est pas là, avec Guillaume et avec notre président Thomas Schmitt qui a donné la conférence d'inauguration, on vous invite le 19 décembre, mardi 19 décembre, à venir ici pour la soirée de Noël. Il y aura 4 auteurs qui vont venir dédicacer. Donc je ne vais pas les citer parce que je sais que je vais en oublier au moins 2. Donc voilà, tant pis. On va boire un coup, manger un morceau, voilà, acheter des bouquins dédicacés. Et Guillaume a promis de venir avec sa guitare et son harmonica. Et donc il fera l'homme orchestre.
On essaiera de chanter quelques chansons de Brassens, pourquoi pas Moustaki, tiens aussi. Merci et bonne soirée à tous.